Élection de Donald Trump aux États-Unis. Nous aurons le point de vue de quelques Sénégalais, mais aussi de quelques personnalités politiques. Présidentielle aux États-Unis, réunion dimanche des chefs de la diplomatie de l'Union européenne à Bruxelles. Au Mali, nous nous intéresserons à l'insécurité dans la ville de Banamba, les populations dans la peur depuis l'attaque de lundi dernier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les enfants contre le palu, c'est l'intitulé d'un projet lancé mardi par l'ambassade des États-Unis au Bénin. Il s'agit d'une initiative d'envergure internationale qui vise à lutter plus efficacement contre le paludisme. Reportage. Le paludisme, malgré des décennies de lutte, persiste à faire des milliers de victimes à travers le monde tous les ans. Plus de 300 000 enfants âgés de moins de 5 ans en meurent chaque année. Au Bénin, les différentes actions menées pour lutter contre cette vieille maladie ne permettent pas encore de la combattre véritablement. Au Bénin, malgré les 6 millions de moustiquaires distribués en 2014, le paludisme a été responsable de 36% de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Ceci en grande partie parce que 25% d'enfants de moins de 5 ans n'ont pas accès au traitement contre le paludisme. Les acteurs de la lutte redoublent d'ardeur. La nouvelle trouvaille, un nouveau projet dénommé Kids Against Malaria, les enfants contre le palu en français. Ici, il y a lieu de mettre les enfants au centre des actions pour accroître les résultats. Nous connaissons bien l'engagement du Bénin en matière de lutte contre le paludisme. C'est pourquoi nous sommes heureux de l'accompagner dans la lutte contre ce fléau. L'objectif de cette initiative est de réduire le fardeau de paludisme et de promouvoir ainsi le développement sur le continent africain. Les enfants étant vulnérables, il est bienséant de les impliquer, car une fois en bonne santé, ils resteront longtemps à l'école, deviendront des membres actifs de la société et contribueront au développement de leur nation. Au Mali, les populations de la ville de Banamba, qui ont été victimes d'une attaque aux armes lourdes dans la nuit de dimanche à lundi, se sentent dans une situation d'insécurité. On se rappelle cette attaque qui avait ciblé la prison, la gendarmerie et une banque de la place. Le reportage de Halima Bentouri. 72 heures après le passage des hommes lourdement armés dans la ville de Banamba, située à 140 km de Bamako, l'angoisse règne au sein de la population. Présentement, nous, jeunes, nous nous sentons à l'insécurité dans la zone de Banamba ici. Parce que Banamba n'est pas loin de la Mauritanie, donc il y a moins de sécurité. On a moins d'agents de sécurité. Nous n'avons pas de camps. Les agents de la sécurité sont minimes. Les bandits armés arrivés aux environs de 0 heure ont commencé par libérer les 21 détenus de la prison. Ensuite, ils se sont attaqués à la gendarmerie. Sans être inquiétés, ils ont emporté 3 véhicules et le cap a été mis sur une banque de la place qu'ils ont saccagée sans pouvoir emporter d'argent. Ils ont quand même fait des tirs au niveau de la gendarmerie et emporté 3 véhicules. Un véhicule de la gendarmerie, un véhicule de la garde nationale et un véhicule personnel d'un gendarme. Donc, en amenant 21 détenus, ils ont amené avec eux un agent de la maison d'arrêt. La vie semble suivre son cours dans la ville. Des hommes en tenue y circulent et l'homme suspecté d'avoir donné des positions stratégiques de la ville aux assaillants est présentement détenu à la gendarmerie de Banamba. Pour l'heure, aucune nouvelle du gardien de la prison de Banamba porté disparu n'est connue. L'attaque a cependant été revendiquée par le Front de libération du Massina, un groupe terroriste dirigé par Amadou Koufa. Promulgation mardi de la nouvelle constitution ivoirienne par le président Alassane Ouattara. C'était lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Le nouveau texte a été approuvé par référendum le 30 octobre dernier.
C'était devant le gouvernement et les représentants de l'État. Le texte de promulgation a été signé par le président ivoirien. L'entrée en vigueur de la nouvelle constitution consacre la Troisième République. Cette nouvelle étape a pour but de permettre de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire. La présente constitution élimine le concept d'ivoirité et clarifie les conditions d'éligibilité du président. Les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale. La constitution avait été approuvée par référendum le 30 octobre avec 93,42% des voix pour le oui. La participation au scrutin, boycottée par l'opposition qui parle de résultats truqués, a officiellement été de 42,42%. La Constitution crée un poste de vice-président qui alimente les polémiques. Le président doit nommer le vice-président dans les prochains jours, voire les prochaines heures. À présent, nous vous invitons à suivre quelques réactions qui ont fait suite à la cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan de la signature de la promulgation. Avec un taux de oui qui est 93,42%, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, donc un sentiment de joie, de fierté pour tous les Ivoiriens et pour bien sûr les membres du gouvernement. Maintenant, quoi après? Je crois que le président de la République, dans son intervention, l'a indiqué, assurer davantage de paix, de stabilité, de modernité et aller vers l'émergence. C'est ce qu'il a indiqué. Et je crois que ce sont des institutions pour l'ensemble des membres du gouvernement. Il faut travailler dans ce sens. Les résultats qui ont été donnés ont montré très bien l'enjeu de cette loi fondamentale. Maintenant qu'elle est votée, il faudrait que les uns et les autres comprennent que c'est la loi fondamentale de l'État et que des droits importants sont inscrits dans cette Constitution et que volontairement nous avons allégé les conditions de révision de cette Constitution pour que les Ivoiriens, dans la mesure du possible, puissent l'adapter, y inclure de nouveaux droits, y retrancher ce qui ne leur a pas satisfait. La Constitution promulguée, il appartient au chef de l'État de définir désormais le rythme de mise en œuvre de cette Constitution. Donc il y a des choses qui se feront immédiatement. Victoire surprise du républicain populiste Donald Trump à la présidentielle américaine. La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a convié ce mercredi les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à une réunion extraordinaire. La rencontre se tiendra dimanche à Bruxelles. Ce dîner aura lieu à la veille d'un conseil ordinaire des chefs de la diplomatie à Bruxelles. Citons l'annonce des résultats de la présidentielle américaine faite. Mogherini a assuré que l'Union européenne allait continuer à travailler avec les États-Unis. Et toujours parlant de cette élection de Donald Trump, la chancelière allemande Angela Merkel a proposé ce mercredi au futur président américain une coopération étroite fondée sur les valeurs communes, démocratiques et le respect de l'autre. Voici un extrait de sa déclaration. Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. L'Allemagne et les États-Unis sont liés par des valeurs, la démocratie, la liberté, le respect du droit, de la dignité de l'homme, indépendamment de sa couleur de peau, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de ses convictions politiques. C'est sur la base de ces valeurs que je propose une coopération étroite au futur président des États-Unis, Donald Trump. Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an. Du côté de la France, François Hollande a félicité ce mercredi Donald Trump pour sa victoire. Toutefois, le président français a souligné que l'élection du républicain à la tête des États-Unis ouvre une période d'incertitude. Suivez. Le peuple américain vient de se prononcer. Il a élu Donald Trump président des États-Unis. Je le félicite comme il est naturel entre deux chefs d'État démocratiques. J'ai une pensée pour Hillary Clinton, avec laquelle j'ai eu à travailler durant la présidence Obama. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté.
L'élection de Donald Trump aux États-Unis ne laisse pas indifférents les Sénégalais. Le sujet y est largement abordé ce mercredi. Suivons la réaction de quelques Sénégalais sur des propos recueillis par notre correspondant au Sénégal, Tchèque Berthet. Je pense que, comme on le dit, en matière d'élection, il y a toujours un gagnant et un perdant. Beaucoup de Sénégalais comme moi avaient pensé que Hillary avait la chance de passer, mais avaient aussi des craintes, croyant que l'Amérique était, comme beaucoup de pays, misogyne, que l'heure des femmes n'était pas arrivée pour certaines puissances, même pour la première puissance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de constater. Et j'ai bien aimé le titre d'un journal en ligne sénégalais, en l'occurrence Dakar Post, qui a écrit l'Amérique se trompe en écrivant le nom de Donald Trump. C'est un calembour, quoi. Mais un beau calembour que j'ai bien aimé. Moi, je considère que, bon, ils sont libres de prendre, mais je considère que jusqu'à preuve du contraire, qu'ils se sont trompés dans leur choix. Nous, en tant qu'Africains, nous les encourageons et nous souhaitons plein succès à Donald Trump et surtout qu'il puisse consolider ce que le gouvernement américain a jusque-là fait pour l'Afrique, notamment pour le MCA, pour également l'AGOA. Je pense également que le président Donald va continuer à consolider les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Donald Trump, dans la campagne que j'entendais, n'est pas Donald Trump que j'ai entendu lors de son élection. Il est en train de demander à ce qu'une Amérique se rassemble autour de lui. Il est en train de demander à ce que les gens soient unis parce qu'ils partagent aujourd'hui les mêmes menaces. Ils portent aujourd'hui le même destin. Cela augure bon espoir et il est obligé de nous prêter en tout cas une attention particulière parce que nous ne sommes pas prêts à être dominés. Changeons à présent de registre. Au Bénin, le garde des Sceaux s'est finalement prononcé pour la toute première fois sur l'affaire de 18 kg de cocaïne. En marge d'un point de presse, Joseph Djogbenon a signifié aux hommes des médias la lecture à avoir du silence observé par le gouvernement à l'éclatement de la dite affaire. Il intervient ici au micro de Joël Yetonji. Le président de la République et surtout son garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'interviendront pas. Le ministre de la Justice n'interviendra pas lorsque la justice est saisie. Il n'y a qu'une seule autorité pour intervenir, le procureur de la République du lieu de saisine. Je voudrais vous le dire, je voudrais le dire à toutes et à tous de notre opinion publique. Je voudrais dire à tous les clergés possibles, à partir du moment où le circuit judiciaire est saisi, et cela commence par les officiers de police judiciaire, le ministre de la Justice n'interviendra pas. C'est une règle que nous nous sommes imposée, et c'est une règle qui sera appliquée. Il y aura sans doute d'autres affaires que celles et ceux qui voudraient se mobiliser encore sur ces affaires qui viendront ne demandent pas au président de la République et au ministre de la Justice d'intervenir. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous. Restez